constitutionnel, le journal qui fait la part belle à celui qui trouble le sommeil des directeurs généraux à ce sujet, justement, mutation dont sa parution de ce mercredi s'interroge. Qui est Denis Emilien Atangana? Sa requête contre le maintien en fonction illégale de 18 directeurs généraux de sociétés publiques jugés irrecevables par le Conseil constitutionnel. Selon cette institution, Denis Atangana, le président du Front des démocrates camerounais, n'a pas qualité pour saisir l'instance que préside Clément Atangana. C'est ce qui ressort de l'audience de ce mardi 5 septembre à Yaoundé, audience suivie par une panoplie d'hommes de médias, comme on peut le voir à la une du quotidien Mutation, grâce à Lionel Kepfeu, quotidien qui nous présente donc Denis Emilien Atangana en page 9. C'est une information, une présentation complète à retrouver dans les colonnes du quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo. Le journal Le Témoin était parmi les hommes et entreprises de presse présents à cette audience. L'hebdomadaire d'information générale et d'enquête de Francis Bonga, qui titre à la une longévité des directeurs généraux des entreprises de l'État, l'illégalité consacrée. Eh bien, le journal, disais-je, nous dit que le président du Conseil constitutionnel, le magistrat Clément Atangana, qu'on a cité tout à l'heure lors de l'audience sur la requête introduite par Denis Atangana ce mardi, est resté fidèle à lui-même. La requête a été jugée irrecevable pour défaut de qualité. Le journal précise en outre que les juges constitutionnels ont carrément fermé les yeux sur ce braquage constitutionnel qui commence à s'intensifier. En tout cas, des précisions à retrouver dans les colonnes du journal Le Témoin paru ce mercredi matin. Autre journal, autre information avec Tribune d'Afrique. On parle du coup d'État en Guinée-Conakry. L'hebdomadaire panafricain d'information générale paraissant au Cameroun de Faustin Djikam croit connaître ce qui s'est réellement passé. En effet, nous dit le journal, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui a mis fin au pouvoir d'Alpha Condé en Guinée-Conakry, est un ancien légionnaire français et commandant du groupe des forces spéciales GPS dans l'armée guinéenne. C'est du point de vue du journal un officier aguerri et instruit, soucieux de se démarquer de l'image de soudard incontournable accordée à de précédents putschistes dans ce pays dont l'histoire est criblée de balles. C'est d'ailleurs l'objet de l'éditorial du directeur de publication à retrouver en page 3 dans le journal parution de ce jour. La revue de presse. Puis avec le journal Dernière Heure au menu, lutte contre le terrorisme. L'hebdomadaire de Thierry Mbo évoque les consignes de sécurité revisitées au ministère de la Défense pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun l'année prochaine. Nos confrères reviennent sur la cérémonie d'ouverture de la conférence de planification de l'exercice de réponse à une crise terroriste qui a eu lieu ce lundi au MINDEF, moment de réflexion stratégique qui a connu la présence des hauts représentants des administrations concernées par la protection des hommes et des biens sur le triangle national. Les détails à retrouver de la page 4 à la page 5 dans le journal. Et puisqu'on parle de la CAN et donc du football, le journal Star Info estime qu'on doit remettre le sport roi aux footballeurs. Selon le journal, mu par un élan d'appel aux compétences, le président de la République clame et réclame que des professionnels de chaque corporation soient à la tête des institutions qui les régissent. Fort de son aura, l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête du football camerounais constitue une chance pour l'arrivée des sponsors et mécènes pour sauver un football amateur, jeune et féminin, en déroute presque sur le chemin du déclin. Le journal fait cette autre précision, victime aujourd'hui d'un arrêté de l'Union européenne qui lui accorde un passeport et non une nationalité espagnole. Doit-on perdre l'aura et le respect que ce digne fils du pays procure? S'interrogent donc nos confrères qui ont justement donné la parole aux experts pour des analyses que vous retrouverez
dans les colonnes du journal. Sa venue viendrait peut-être faire bouger les lignes au sein des Lions indomptables, surtout que pour le quotidien bilingue national, Cameroun Tribune, il y a du boulot. Le journal de Marie-Claire Nana nous rappelle qu'en 2 sorties vendredi et lundi dernier, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, l'équipe nationale n'a pas spécialement rassuré ceux qui le voient se qualifier pour la Coupe du Monde et remporter la prochaine CAN. Et comme le reconnaît le sélectionneur, il va falloir très rapidement se mettre au travail. Des précisions à retrouver de la page 30 à la page 31 du quotidien mental, dont sa parution de ce mercredi matin. Et puisqu'on parle sport, le quotidien Réalité Plus aussi surfe sur cette vague ce mercredi matin. Le journal de Paul Ngouaré Kenji estime que contrairement à ce que disent des confrères sur le fait que le stade Olembe n'est pas totalement prêt, il n'en est rien. Le journal, le quotidien Réalité Plus précise que le stade est pratiquement achevé, les aires de jeu sont prêtes comme le monde entier l'a vu lors du match Cameroun-Malawi. Le journal fait cette autre précision, mais tous ceux qui ont profité du Cameroun et veulent voir le pays en flammes continuent de dire que rien n'est prêt à Olembe. Réalité Plus évoque d'ailleurs, ou alors est d'ailleurs convaincu que pour la CAN de janvier prochain, l'entreprise en charge des travaux va livrer le chantier du stade d'ici fin novembre 2021 pour le bonheur des consommateurs. Et puisqu'on parle des consommateurs, Ecomatin nous dit ce matin comment les microfinances violent leurs droits. La plupart des plus de 400 établissements de microfinance que compte le Cameroun évoluent en marge des textes en vigueur édictés par la Commission bancaire d'Afrique centrale. En effet, selon Ecomatin, 22 produits et services financiers prévus dans ces textes entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 6 parmi 2022, 6 parmi ces dispositifs de protection de l'épargne et du consommateur sont d'application obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Les détails à retrouver en page 5 du journal Ecomatin. Nous avons également reçu Canal Express ce mercredi matin. Bouillonnement dans le sérail, d'importants textes de nomination de responsables signés par le président de la République sont en cours de gestation, à en croire le journal de Samuel Elvis Manson, journal qui voit en ces textes un signe annonciateur de la fin pour des assassins chirurgiens du Trésor public. Le président veille au grand, contrairement à ce que pensent certains, précise donc le journal Canal Express. On continue avec Éco Santé au menu du journal spécialisé en questions de santé de Joseph Benboum, lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Le journal nous fait savoir que UNFPA met en place des maternités sans Covid-19. Objectif, éviter une augmentation du taux de mortalité au sein de cette couche de la population. 24 formations sanitaires en bénéficient, nous dit donc le journal. Les 1261 baby-box également mis à disposition dans 21 établissements de santé dans le septentrion. Des précisions sur cette information-là à retrouver de la page 6 à la page 7 du journal Éco. La tornade également nous est parvenue ce matin. Croix-Rouge camerounaise, que cherche les hiboux derrière Cécile Akam? Akam, c'est donc une interrogation, cette interrogation-là, qui barre la une du journal La Tornade, le journal qui met en exergue son parcours, ses réalisations au sein de cette institution, ainsi que les raisons pour lesquelles elle doit être respectée. Autant d'éléments à retrouver dans les colonnes du journal, l'hebdomadaire, donc en kiosque, comme tout ce que nous avons parcouru il y a cela quelques instants seulement. La suite, c'est avec la primeur de l'info plus au nom du respect de l'éthique déontologique professionnelle. Le directeur de publication de cet hebdomadaire d'information générale présente ses excuses au directeur général de l'Antique. Le journal reconnaît lui avoir causé du tort à la une de l'édition du numéro 183, autant pour moi, du numéro 183 du 26 août 2021 et s'excuse donc pour cette maladresse qui a porté atteinte à l'image et à la réputation de cette importante agence. Et avec la primeur de l'info plus, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés. Vous le savez, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ossan. Junior, bonjour. Et dites-nous ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce matin.
Et bien, ce qui fait la une des journaux du côté de Douala, c'est bien ces batailles successorales dans la famille de Fosso Victor. Pour le journal Le Messager, en kiosque ce jour, au bas de sa une principale, le journal se demande justement qui a falsifié le testament de Fosso Victor. Frappé de faux en écriture, le document litigieux ne figure dans aucun des répertoires disponibles chez le liquidateur, nous apprend le journal en kiosque ce matin. Eh bien, le tumultueux feuilleton de la succession de Victor Fosso est loin d'avoir livré son dernier épisode. Plus d'un an après les obsèques du milliardaire décédé le 19 mars 2020 à l'hôpital américain dans les Hauts-de-Seine, en France justement, ce n'est pas encore la paix, je veux dire, dans les Hauts-de-Seine justement, ce n'est pas encore la paix des braves au sein de la grande famille qu'il a laissée à l'origine des bisbires autour du testament, alors qu'on croyait l'affaire rangée. C'est un document de justice du tribunal de grande instance de la MIFI et précisément du cabinet d'information judiciaire qui remet le feu aux poudres. Le journal Le Messager de ce mercredi nous invite donc à lire Le Messager du mardi 2 mars 2021 pour mieux comprendre de quoi il s'agit exactement. Eh bien, ce matin, Le Messager s'intéresse également aux toilettes qui sont une question de discorde dans les lycées et collèges du Cameroun. Avec son opération Clean School, Nalova Lyonga sommes les responsables des établissements scolaires d'arrêter d'envoyer les élèves laver les toilettes avec des mains nues. Le document est à retrouver en pages 6 et 7 du journal. Et Nalova Lyonga de rappeler que le concept Clean School n'est pas simplement un slogan. Il s'inspire non seulement de certaines dispositions législatives et réglementaires, mais aussi des engagements internationaux pris par le Cameroun. L'implémentation du Clean School dans son volet physique devient un impératif. Il doit être mis en œuvre dans tous les établissements scolaires sans exception. Interpellé donc sur les questions de l'hygiène dans les toilettes qui devient un problème majeur de santé, certains responsables dans les lycées et collèges, nonobstant l'escalade des infections, des contaminations massives, traînent le pas à s'adapter, à implanter l'opération Clean School. Peut-on apprendre dans le journal Le Messager en kiosque ce mercredi. Et nous poursuivons cette revue justement avec Le Messager. Cette fois-ci, on parle de politique. Politique pour ce parti politique AFP et Pouvoir. En page 8, le journal livre ce matin les vérités de Sam Bakar. Restons donc en politique, cette fois avec l'œil du Sahel qui est également en kiosque. L'œil du Sahel qui s'intéresse au renouvellement des organes de base au sein du RDPC. Le tri-hebdomadaire nous amène du côté de Marois. Eh bien, une enquête est donc ouverte sur les fausses cartes du RDPC. Les précisions en page 3 du journal nous fait savoir que c'est le maire de la commune de Marois 1er, Amadou Aminou, qui tire la sonnette d'alarme. Le président sortant de la session RDPC du Diamari Centre 1 est candidat à sa succession affirme avoir retrouvé entre les mains de certains de ses camarades près de 3000 fausses cartes d'adhésion du parti. À l'observation, les dites fausses cartes dont quelques exemplaires ont pu être consultés auprès de Amadou Aminou comportent plusieurs anomalies, des anomalies à lire ce matin dans le journal du Sahel en kiosque ce jour. Eh bien, au niveau des instances du RDPC en charge des opérations de renouvellement des organes de base dans le Diamaré, les responsables affirment attendre d'être officiellement saisis pour se pencher sur la situation. Les détails à lire en page 3 du journal en kiosque ce jour. Et le journal s'intéresse également à la rentrée scolaire à Marois. Le journal nous apprend ce matin que des livres inscrits au programme du côté de Marois sont absents totalement. Il n'y a donc pas de livres de ce côté-là, les livres de français, du cours élémentaire 1, cours élémentaire 2, de mathématiques CE2, d'anglais terminal et plusieurs autres livres au programme restent introuvables dans les librairies et autres espaces marchands à Marois. Cette confirmation vient des libraires qui se sont exprimés dans le journal L'œil du Sahel qui est en kiosque ce mercredi. Eh bien, le même journal nous apprend que tous ces libraires pointent justement le doigt accusateur sur la distribution mal structurée et les tracasseries de transport. Cependant, il rassure les parents que les livres absents seront disponibles dans peu de temps, donc il faut patienter. Et avec L'œil du Sahel, on parle également de cette famine. La famine au cours de cette rentrée, bien sûr, c'est la faim qui plombe justement la rentrée scolaire dans le maillot d'année.
année. L'information à lire en page 8 du journal nous fait savoir que comme dans le reste du pays, le train de la rentrée scolaire a quitté la gare dans le département du Mayo-Danné lundi dernier 6 septembre 2021. Écoliers et collégiens ont renoué avec le chemin de l'école, mais l'engouement n'y est pas pour cette nouvelle année scolaire et pour cause, les parents traversent justement des moments difficiles du fait de la famine qui sévit dans le département. Ils ont dépensé leurs économies qui devaient leur servir à préparer la rentrée scolaire pour assurer plutôt la suivi des familles. Actualité à retrouver ce matin dans l'Œil du Sahel qui est en kiosque ce mercredi. Et nous poursuivons cette revue de presse, cette fois-ci avec le journal Kalara. Kalara qui s'intéresse bien sûr à la Cour suprême au Cameroun et nous présente justement cette autre sortie du livre de ce magistrat, le magistrat Ndiaye qui publie toutes les décisions sur l'opération Épervier. En page 3 du journal, il est bien précisé qu'Emmanuel Ndiaye, l'ex-président du TCS, vient de faire paraître un recueil des décisions rendues par la Cour suprême en matière de détournement. Une tonne d'archives judiciaires étalées sur la place publique avec une analyse pédagogique de l'utilité des arrêts rendus et des questionnements citoyens sur la finalité du travail des juges. Publié dans les éditions Rafisman, cette mine d'informations traite d'environ 96 arrêts rendus entre 2013 et 2020 dans les affaires dites de l'opération Épervier. Nom de baptême de la répression des crimes sur la fortune de l'État au Cameroun, même si le Code pénal, à son article 184, alinéa 4, autorise à la diligence du ministère public et aux frais des condamnés la publication des décisions rendues par les juridictions compétentes, notamment la section spécialisée de la Cour suprême. C'est la première fois que le public a vraiment l'occasion de prendre connaissance des arrêts produits par l'entité chargée depuis sa création en 2011 de l'examen des pouvoirs formés à la suite des arrêts ou décisions dans les procès pour détournement de biens publics. Toute une actualité à lire dans le journal Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire. Nous renseigne donc sur ce qui est bien à révéler au public. Eh bien, on parle à la une principale de ce journal d'affairisme et des crypto-monnaies. Pour le journal La Justice s'emboude tout simplement du côté de Douala dans une affaire de 2 milliards de francs CFA. Le promoteur d'une entreprise, du moins un promoteur d'une entreprise engagée dans la collecte illicite de l'épargne publique se plaint d'avoir été désabusé par ses employés. Une dizaine de personnes sous les verrous à la suite d'enquêtes jugées complaisantes et les avocats accusent le parquet de cacher le dossier alors que l'ouverture du procès est annoncée. Les précisions à lire en page 6 du journal. Et terminons cette revue de presse ce matin avec la nouvelle expression qui est également en kiosque ce jour et s'intéresse à la rentrée scolaire du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Parlant justement de cette crise anglophone, le journal nous apprend tout simplement qu'il s'agit d'une année scolaire prometteuse. C'est la première fois justement depuis 4 ans de crise sécuritaire qu'un tel engouement est observé dans les établissements scolaires du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. En page 3 du journal, on peut lire tout simplement que le nombre d'élèves dans les écoles de la région a triplé au 2e jour de la rentrée scolaire. Même les écoles qui avaient fermé leurs portes depuis 4 ans ont ouvert. Ce succès de la rentrée scolaire dans certaines parties des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun marque tout simplement une nouvelle ère dans le secteur de l'éducation pour les régions anglophones. Pour la première fois en 4 ans, les parents, les élèves et certains leaders de la crise dans ces 2 régions du Cameroun ont reconnu la nécessité pour chaque enfant de retourner à l'école cette année scolaire 2021-2022. À Bamenda par exemple, la nouvelle année scolaire a non seulement reçu des bénédictions de la population et du gouvernement, mais aussi de certains leaders séparatistes de renom. Actualité à lire ce matin dans le journal en kiosque ce jour. Et le même journal s'intéresse à la couverture santé pour parler bien sûr de cette santé universelle au Cameroun. C'est avec la nouvelle expression qui nous informe qu'un médecin, le docteur Legrand Oko, dénonce le bluff autour de cette couverture santé universelle au Cameroun. Dans la circulaire relative à la préparation du budget de l'État
l'État pour l'exercice 2022. Le président de la République a promis la poursuite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Qu'en est-il justement aujourd'hui? Confié à une entreprise coréenne avec une enveloppe budgétaire de plus de 1300 milliards de francs CFA, la mise en place effective de la couverture santé universelle ressemble plus à une entourloupe pour détourner à nouveau les fonds de l'État. Une chose que le docteur Legrand Aucoq dénonce avec la dernière énergie. Eh bien, le docteur nous apprend qu'il y a dans notre pays un fonds de solidarité pour la santé. C'est un fonds mis sur pied le 14 juin 1994. Ce fonds est constitué de 10% des recettes de tous les hôpitaux publics et sont versés au ministère de la Santé publique. Depuis 26 ans, aucun Camerounais ne peut vous dire où sont ces fonds et à quoi cela a servi. Ces fonds ont servi justement, ces fonds justement pouvaient être un début au projet de couverture santé universelle que l'on veut lancer au Cameroun et qui traîne encore le pas. Merci Junior pour cette revue de presse. Et à l'instant, il est important tout de même de marquer un temps d'arrêt, Junior. Pour revenir un petit peu sur ces images que l'on découvre de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais un petit peu partout au Cameroun, ce sont ces différentes altercations entre certains éléments de force de l'ordre et des personnes dans la rue. On n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui peut bien justifier ce type d'acte? Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? De nombreuses questions que c'est naturellement, une fois de plus, de savoir quel justificatif peut-on donner face à cette recrudescence de ces différentes altercations entre certains hommes en tenue et des civils. Bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia, bonjour Junior, téléspectateurs de Canal 2 International. Alors là, vous abordez un sujet assez important pour les téléspectateurs et l'ensemble de la population camerounaise. Il faut reconnaître que dans ce jeu-là, il y a deux acteurs. Il y a la police qui est aussi citoyenne. Ensuite, il y a le citoyen qui est également un maillon important dans notre pays. Et dans les deux champs, personne n'est plus important au Cameroun, parce que ce soit la police ou bien la population, chacun contribue à sa manière. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que pour les policiers, je vais parler des faits, c'est vrai que ça semble être un sujet, mon observation peut-être... peut se faire de manière subjective. Je vais pas, voilà, parce que... Alors, ce que je vais dire, c'est que pour les policiers... Pour le cas des policiers. Pour le cas des policiers. Mais surtout, il n'y a pas que les policiers, les gendarmes aussi, les militaires aussi se retrouvent dans cette situation. On va en venir. Pour le cas des policiers, les policiers trouvent que la population ou les citoyens refusent très souvent de collaborer et d'obtempérer. Ouais. Ça, c'est une première. Et ensuite, il y a un autre problème toujours qui énerve sur le terrain, c'est que les personnes dans des grosses voitures, c'est-à-dire des personnes nantis, des personnes riches, ont souvent cette tendance de mépriser les policiers sur la route. Oui. Et ce mépris-là est dû au fait que quand on a une grosse voiture, on est quelqu'un de bien et qu'on a des personnes haut placées. On estime qu'on a des frères à Yaoundé. On estime qu'on a des frères à Yaoundé. On méprise le policier sur le terrain. Donc du coup, quand un policier vous aborde, voilà, vous parlez très mal au policier. Vous estimez que c'est le dernier personnage qui devrait se mettre devant vous. Ou bien s'il exige vos pièces, quand il prend, vous prenez votre téléphone, vous appelez à Yaoundé. On peut aussi appeler à Bafsa, mais on peut aussi appeler à Marois. On a des, voilà. Donc on va dire Yaoundé. Justement, quand on dit Yaoundé, pour que les Camerounais le sachent, parce que nous sommes regardés à l'international. Au Cameroun, quand on dit Yaoundé, c'est une façon de dire qu'on appelle ceux qui sont haut placés. Ça ne veut pas dire qu'on appelle forcément Yaoundé. Tout à fait. Préciser pour ceux qui nous regardent à l'international. C'est-à-dire que un policier va vous interpeller, vous allez prendre votre téléphone, vous allez rapidement appeler quelqu'un de plus haut gradé que ce policier. Et puis c'est ce haut gradé-là qui va rappeler le policier. Vous dites non, il faut libérer. Tu sais pas que c'est mon cousin. Tu sais pas. Donc il y a ce type de choses qui font en sorte que sur le terrain, voilà, les policiers se sentent parfois frustrés et minimisés. Donc du coup, il y a cette frustration. On se sent un peu rabaissé par ces citoyens. Mais de notre côté, il faut reconnaître que chez les policiers, il manque ce qu'on appelle la liberté d'expression. C'est-à-dire quoi? Les policiers ont du mal à laisser les citoyens s'exprimer. Certains policiers. Je vais dire les policiers, ne disons pas certains, parce que ne faisons pas langue de bois. Parce que s'il y a certains,
et qu'on continue à garder certains, ça veut dire que ces certains-là peuvent être comme les autres. Mais les autres sont comme eux. Parce on que dit bien qu'un grain de maïs pour voilà, donc pour éviter, pour être clair, parce qu'en disant certains, c'est comme si on veut, disons-le clairement, tous ont suivi la même formation, c'était la même salle de classe. Donc soit on chasse rapidement ceux qui dérangent, soit on continue à encadrer tout le monde. Soit on encadre plutôt tout le monde et éduque bien tout le monde. Donc si ceux qui dérangent sont encore là, c'est qu'ils apportent quelque chose. Donc on va les garder quand même. Alors ce que je vais dire, c'est quoi? Chez les policiers, il manque donc ce que j'appelle la liberté d'expression. C'est-à-dire, les policiers ont du mal à laisser le citoyen s'exprimer. Lorsque vous êtes face à un policier, il est rapidement violent. C'est-à-dire, tais-toi, c'est chiant. Ils ont une violence là qui va très vite. Contrairement, et je le dis bien, observez-le, contrairement aux gendarmes et aux militaires. Il est plus facile pour un citoyen de discuter avec un gendarme et un militaire. C'est-à-dire que vous le voyez, si vous voyez un militaire ou un gendarme dans la rue, c'est plus facile de discuter avec lui, de le saluer, de parler. Mais quand vous êtes face à un policier, directement vous entrez dans ce qu'on appelle une sorte de carapace, vous le protégez parce qu'avec eux, on n'a pas besoin d'échanger. Est-ce que ce n'est peut-être pas l'attitude du citoyen qui l'amène à... Non, justement, l'attitude du citoyen, c'est ça que je dis, il y a une attitude du citoyen, je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque les citoyens ont cultivé dans leur tête qu'ils peuvent mépriser les policiers, alors ils pensent que les policiers sont les copains de classe. Donc du coup, qui sont moins bas. Et ça, on dit non. Oh, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il faut faire ou bien ce qu'il faut penser. Le policier est l'autorité. C'est l'État, c'est la loi en fait. Il représente la loi. Donc du coup, ce qu'il faudrait enseigner pour les partis, c'est premièrement éduquer le citoyen à considérer le policier comme celui qui est là pour ta sécurité, comme celui qui est là pour organiser le respect de la loi dans notre ville, comme celui qui est là pour réguler la circulation par exemple, comme celui qui est là pour arrêter les bandits qui vous, n'est-ce pas, dérangent au quotidien dans les quartiers. Donc c'est un ami. Qu'en est-il donc? Maintenant, permettez-moi de vous couper parce que je ne veux pas qu'on perde le fil de la conversation finalement plus tard. Avec tout ce que vous venez d'énumérer, est-ce que c'est ce qui est sur le terrain? Et est-ce que ce n'est pas ça le problème? Est-ce que ce n'est pas de là que c'est parti ce mépris pour la personne en tenue, pour l'homme policier? Parce que justement, l'homme policier, on attend de lui qu'il soit celui-là qui arrête le bandit qui nous fait du mal, qu'il soit celui-là qui détient le bandit qu'on lui amène même, par exemple. Mais combien de fois n'a-t-on pas entendu parler de ces histoires où vous avez une altercation avec quelqu'un, vous réussissez à porter plainte et 2 jours après, la personne est devant vous, en face de vous, il ne s'est rien passé, on ne vous a pas rendu justice. Est-ce que le policier est véritablement cette personne-là qui assure l'ordre? Est-ce qu'il a gardé sa distance? Quand je parle de garder la distance, c'est comme on dit, trop de familiarité engendre le mépris. C'est comme avec un enfant, si tous les jours tu lui coupes son pain, et ben tu arrêtes d'être tonton, tu deviens son ami du pain. Excuse-moi, quand je parle de couper le pain, c'est qu'on connaît tous le phénomène du tout petit biais glissé qui annule tout. Alors ça a amené une proximité, je vais dire quoi? La familiarité. Alors tu as énuméré ce qu'est censé être le policier, ce pourquoi on devrait le respecter. Mais est-ce que c'est encore ça dans nos rues? Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Patricia, moi je vous vois venir. Je ne vais pas entrer dans ce type de jeu. Ce que moi je vous dis, c'est quoi? C'est que la formation de 6 mois ne suffit pas pour humaniser un policier. Et je vous ai présenté un cas très simple. Le comportement qu'ont les militaires et les gendarmes dans la société, c'est un comportement qui est beaucoup plus humanitaire. C'est-à-dire, eux, ils ont en fait rapidement le souci de l'autre. Ils n'ont pas le souci de la répression. Et chez beaucoup de policiers, le premier souci, c'est la répression. Mais la répression vient d'où? Du fait que les citoyens ont cultivé en eux, et c'est ce qui est dit dans les quartiers, c'est que dès le bas âge, on fait croire aux enfants que le policier est plus petit qu'un militaire ou un gendarme. C'est ça qu'il faut éviter. Non, mais d'où ça sort ça? D'où ça en fait, sort avec votre permission, je voudrais qu'on laisse un peu peut-être le temps de... Si vous ne me laissez pas parler, Patricia, si vous ne me laissez pas parler, vous n'allez pas comprendre. D'où ça sort? Ça sort de la même manière qu'aujourd'hui les réseaux sociaux se comportent. Regarde ce qui se passe. Lorsque les réseaux sociaux, lorsqu'on filme, par exemple, on filme une altercation entre un policier et un usager, qu'on met sur les réseaux sociaux, très souvent, quels sont les types de commentaires? Celui qui envoie l'image, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà encore un policier qui bagarre avec. Il ne dit jamais, voilà encore un Camerounais ou un citoyen qui est en train de... C'est-à-dire que, rapidement, on jette l'opprobre sur la police, comme si, en fait, les policiers sont les derniers de la classe. Les policiers, la police n'est pas la dernière de la classe. Elle mérite qu'on puisse avoir du respect pour elle. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de commencer à la base. Enseigner les enfants que la police est au même rang que les gendarmes et les militaires. Ce ne sont pas les derniers de la classe.
Parce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui que si on entre dans la police, c'est parce qu'on n'a rien à faire au quartier. C'est un peu comme à l'époque avec l'enseignement. On entre dans l'enseignement parce qu'on avait... Mais aujourd'hui, tu peux entrer dans l'enseignement n'importe comment. Ce n'est plus le cas. Et c'est pareil même pour la police. Aujourd'hui, il faut quand même avoir un niveau pour entrer dans la police. Or, moi, ce que j'invite, ce que je convoque, c'est le caractère humanitaire qu'il faudrait encore engager. Le droit est beaucoup plus enseigné chez les gendarmes. Quand ils vont à l'école en formation, ils suivent une bonne période de question du droit. J'aimerais pas qu'on rentre dans ce contexte-là parce que nous ne sommes pas policiers. Donc on n'est pas habilité à pouvoir véritablement distinguer si au sein de la gendarmerie on enseigne mieux le droit ou au sein de la police. Moi, ce que je vais dire tout simplement peut-être pour apporter un petit peu d'éclairage, c'est qu'aujourd'hui le délégué général à la Sûreté nationale a mis en place un système qui vous permet bien entendu, si vous êtes agressé dans la rue par un policier, vous pouvez tout simplement, vous avez des numéros de téléphone que vous appelez, vous avez des endroits pour vous rendre et on frappe dur. Donc pour moi, en même temps, il est important de savoir que le citoyen lambda qui nous regarde à l'instant, on devrait tout simplement respecter l'homme en tenue qui est en face de nous, peu importe, que ce soit un policier, que ce soit un gendarme, que ce soit un militaire. vous avez dit tout à l'heure que bon, voilà, il y a un policier les policiers sont un peu plus réactifs, je dis quoi, un sang plus chaud, je vous dirais non, ça c'est votre cas. Dans certains cas aussi, vous voyez que c'est pareil. Moi, j'entendais parler d'un autre corps. Dans l'ensemble, ce que je dirais tout simplement, c'est que le citoyen doit respecter l'homme en tenue et que l'homme en tenue doit respecter le citoyen. Retour, oui. Et je dirais même tout simplement, pour ajouter encore quelque chose de plus consistant, si vous vous faites agresser par un homme en tenue, c'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin de retorquer avec des coups de poing. Oui, vous me direz de savoir, c'est facile de dire ça. Oui, vous n'avez pas besoin de lui donner des coups de poing. Vous savez où vous plaindre. Et aujourd'hui, quand vous plaignez d'un homme en tenue, il est sanctionné. C'est clair. Dans la police, le délégué général à la Sûreté nationale ne blague plus avec. Au sein de la gendarmerie, ça ne blague plus avec. Au sein de l'armée, ça ne blague plus avec. Ils sont sanctionnés tous les jours. Donc, c'est pas la peine de voir ce type d'image dans la rue. Voilà. Et merci de le dire, cela, c'est pas la peine. Et vous faites bien de le dire. Je n'ai pas dit, parce que moi j'aime être clair quand je suis sur le plateau, je n'ai jamais dit que les policiers ont plus le champ chaud que les militaires ou les gendarmes. Mais je le lui dis encore, il est plus difficile, vous n'avez pas dit le contraire, sauf si vous voulez, je ne sais pas, il est plus difficile de coopérer sur le terrain. Comme je vous ai dit, les gens sont dans les grosses voitures, ils ont du mal à collaborer. Des gens se prennent la tête. Et moi ce que je veux, je vais aller dans votre sens. Oui. Le respect de l'homme en tenue doit être enseigné à la base et même à l'école. Voilà, on revient à la base. Parce que on ne dira jamais, il est de toutes les façons. L'homme en tenue n'a pas tort. Il est là. Bien sûr, il fait son travail. Il fait son travail. Il n'a pas tort. Et je ne suis pas sûr que de manière naturelle, un homme en tenue va se lever pour agresser quelqu'un le premier. Voilà. C'est très difficile. Donc du coup, moi ce que j'appelle, c'est à la collaboration entre la population. Vous voyez bien, je n'ai pas dit entre la police et la population. Entre la population et la police. Parce que très souvent, on commence par là, comme pour dire que c'est eux. Non. Je dis bien, il faut une collaboration entre la population et la police. Et non entre la police. Parce que le policier n'est pas là pour, je sais pas, pour gérer les humains des gens. On est d'accord. Il est là pour faire son travail. Donc du coup, il faudrait que les uns et les autres, vous et moi, quand nous sommes en route, respectons. Nous avons des frères qui sont policiers. Bien sûr. En tant qu'automobiliste, je rencontre beaucoup de policiers chez moi. Chaque fois qu'on vous interpelle, quand vous vous arrêtez, il vient devant vous, il se présente. Et il dit ce qu'il a à dire. S'il veut vos dossiers, il demande vos dossiers, tout simplement, poliment. Maintenant, vous avez des personnes qui ont qui aiment faire ce qu'on appelle le trafic d'influence. Cette personne même n'a même pas le dossier du véhicule. À partir du moment où la personne n'a pas le dossier du véhicule, il commence à vouloir influencer l'homme en tenue qui est en face. Carrément, et maintenant, en ce moment, l'homme en tenue te dit, mon cher frère, je suis allé à l'école pour ça, c'est mon job, dossier du véhicule. Et ce que le monsieur fait, au lieu d'être humble, dit que papa, vraiment comme tu vois là, j'ai même pas le dossier, peut-être j'ai oublié à la maison. Ils sont humains. Plusieurs fois, je me souviens une fois, j'ai oublié la cale métallique. Hein, on m'a stoppé, je me suis arrêté et j'ai dit, mon frère, la cale métallique, j'ai oublié ça à la maison. Et il m'a écouté. Il n'a pas été agressif. Donc je pense que à un moment donné, l'homme en tenue a cette capacité de parler à haute voix, ça c'est clair, on le sait tous, on sait ce qui traverse généralement on va dire quoi, au front et tout ça, donc au moins on devrait comprendre ce genre de situation. Oui. Population, respectons les hommes en tenue. Les hommes en tenue, respectons nous-mêmes d'abord. Oui, voilà. Et rapidement pour terminer, j'aimerais dire, peut-être on ne va pas le prendre au sérieux, mais c'est important. On ne gagne rien en diffusant ce type d'image
sur les réseaux sociaux. On ne gagne rien. Je crois que si vous êtes acteur d'une scène comme celle-là, c'est pas la peine de filmer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez filmer, il y a des commissaires autour. Allez montrer un commissaire, allez montrer. Oui, je sais pas, pour que ça serve de preuve. Mais ne partagez pas ça, parce que pour moi, vous qui partagez ça, on peut vous poursuivre en justice. Mais voilà, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, on peut inviter juste les Camerounais. Si vous êtes acteur d'une scène entre une bagarre entre un homme en tenue? Non, je vous ai dit, je ne veux pas commencer par un homme en tenue. Entre un citoyen et l'homme en tenue, parce que quand vous commencez par l'homme en tenue, c'est comme si c'était lui qui avait tort. Entre un citoyen et l'homme en tenue, si vous avez une scène comme ça, vous filmez, prenez votre vidéo, ramenez ça dans un commissariat ou à une gendarmerie, et voilà, vous gagnerez plus de points, vous ferez même des amis dans des commissariats à la gendarmerie. Mais quand vous mettez sur les réseaux sociaux, vous êtes fiers de voir 500 la 1000 là. Vous savez ce qu'on dit du Cameroun? Vous savez ce qu'on dit de vous qui partagez ces images pour le policier? Bon voilà, mais après, vraiment, soyons responsables. En tout cas, pas tout sur les réseaux sociaux de toute façon. À tous les policiers qui nous regardent ce matin, mes très chers frères, bravo, nous sommes de tout cœur avec vous, continuez à faire votre travail comme cela se doit. Et maintenant, pour les personnes qui sont haut placées, oui, quand votre personne est en infraction, la moindre des choses, c'est se soumettre naturellement à l'injonction du policier. Oui, il faut qu'on revienne à ça. Parce que quand on fait une bêtise et que vous appelez Yaoundé, oui, petit, c'est mon cousin, libère-le. C'est ton chef. Attendez, demain, il fera la même chose. Oui. Il fera la même chose. Avant même de libérer votre petit, il faut qu'il fasse tout pour avoir les dossiers du véhicule. C'est très important. Et nous, on est cuits. Nous, on est morts. Je veux dire, nous, le civil, si on ne peut plus compter sur les forces de l'ordre parce que les populations, des personnes, des kidam, je sais pas, se permettent de lever la main si eux. C'est nous autres qui sommes cuits, quoi. Si on ne commence pas, si on ne peut plus leur faire confiance, si on n'a plus leur autorité, il faut sincèrement que ça s'arrête. Et justement, tu l'as dit, Thierry, si nous, on peut recourir à eux pour nous aider, j'ose croire qu'eux, ils ont quelqu'un à qui ils peuvent recourir quand ça ne va pas, pour que justement leur remettre autorité, comme on dit, force revient à la loi. Il faut qu'ils retrouvent leur autorité totale. Et arrêtez de dire que les policiers aiment Tchoko. C'est terminé, ça c'était avant. Canal d'Oracte 13.